Ok, alors, la programmation. Alors non, c'est quoi le titre? Découvre la programmation fonctionnelle en codant une app Helm. Alors, du coup, deux choses. D'abord, qu'est-ce que la programmation fonctionnelle, très très rapidement. Et après, pourquoi Helm. Donc, la programmation fonctionnelle, c'est en gros l'idée que l'on va écrire des fonctions qui se rapproche le plus possible d'une fonction mathématique. C'est-à-dire qu'à un même input, à une même entrée, ne va pouvoir correspondre qu'une seule sortie de la fonction. Ce qui n'est pas le cas, typiquement sur le JavaScript. Typiquement le JavaScript, alors, on peut écrire des fonctions. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction pure. On peut écrire des fonctions pures en JavaScript. Après, JavaScript lui-même ne garantit pas qu'on écrive des fonctions pures. C'est-à-dire que si typiquement on mute une variable, on fait appel à une variable globale, etc., cette variable globale peut avoir changé entre deux invocations de la fonction. Le résultat de sortie de la fonction pourra être changé et donc du coup, à une même entrée, on aura potentiellement deux sorties. Donc, voilà, ça c'est en gros l'idée de la programmation fonctionnelle. Euh, et donc on va voir un petit peu pourquoi Helm. Donc Helm c'est un langage donc, fonctionnel typé statiquement. Euh, donc en gros il faut se dire que Helm ça peut faire une bonne porte d'entrée à la programmation fonctionnelle euh, même si c'est quand même assez minimaliste quoi. Ça veut dire qu'on va pas avoir, on a un type system statique. Donc là, c'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas d'exception au runtime. Ça veut dire que typiquement, on va pas pouvoir mettre un int à la place d'une string et espérer, même si généralement on l'espère pas, en tout cas avoir le code qui se débrouille au runtime pour essayer d'interpréter le truc et d'une manière plus ou moins libre, quoi. Va y avoir donc on a un subset, en fait c'est un dérivé d'Haskell, en fait c'est une sorte de DSL Haskell, c'est à dire qu'on va avoir du code Helm qui va passer par un compilateur en Haskell et qui va générer du JavaScript. Donc il y a compilation ou transpilation on peut dire, à peu près le même genre de choses que fait TypeScript, si ce n'est que là on se rapproche du type system de Haskell. Euh, voilà, alors du coup, pourquoi Helm? Donc, il y a ce type system qui nous intéresse. Il y a le fait que les données soient immutables. Donc ça va permettre de simplifier grandement. Alors, simplifier grandement la manière dont on peut réfléchir aux choses. C'est-à-dire qu'on tout est scopé et on a des garanties à ce niveau-là. Donc ça c'est le point de vue de je veux apprendre un petit peu la programmation fonctionnelle. Perso je pense que Helm est une bonne porte d'entrée, c'est sujet à débat. Euh, après on peut aller vers des choses, alors si on est dev front on peut aller vers du pure script, sinon on peut aller vers du Haskell, du Agda, du Idris, etc. Euh, donc si on est dev front, l'autre intérêt à faire du Helm, c'est au niveau des performances. Alors de deux manières. Il y a déjà la légèreté des assets qui sont générés. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est cette app-là, qui est une app Helm. Et donc si on regarde un petit peu la taille qu'elle fait, en gros, l'app entière, on est à 40 kg en ayant téléchargé 16 kg pour la police. Ça c'est la liste de mots qui sont là. Ça c'est le CSS. Enfin bon bref, Helm tout court. Juste, juste notre code, on est à 14 kg. 14 kg avec le runtime, etc. Euh, J'ai lu dans un article que rien que le runtime React, on est aux alentours de 30 kg minifiés, GZP, etc. Donc là déjà on est à la moitié alors qu'on a une app. Donc ça c'est
une des bonnes choses. Le semantic versioning, ça, on s'en fiche un peu. La taille des assets, donc ça c'est de ce dont on vous parlait, c'est ridiculement petit. On a... voilà, c'est plutôt, solide à ce niveau-là. Donc on peut se lancer, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble, comme ça on aura un meilleur, une meilleure vision des choses. Alors du coup je vais pusher dans ce repos-là, github.com, Brest Computer Club, Helm Workshop, et je suis sur la branche épisode 1. Donc là je vais pusher là-dedans, et à la fin de l'épisode je merge ça dans le master. Donc il y a quelques liens pour guide d'install de Helm, alors ça c'est très facile, setup l'IDE, la doc. Alors ça, on va pas tout à fait la suivre. Donc ça, c'est la doc un petit peu de base de Helm. Il y a un autre site que j'ai pas mis là, mais qui s'appelle Programming. Voilà, Helm Programming. Voilà, là c'est un petit peu plus développé. On a un petit peu tout, on a voilà, les différents types, etc. Donc là, dans ce premier, on a le test apparemment. Dans ce premier épisode, on va voir, essayer de voir un petit peu à quoi ressemble Helm en dehors des effets de bord. On va rester là, mine de rien, il y a plein d'effets de bord, dans le sens où on a téléchargé une liste de mots. Quand on fait skip, on tire les mots au hasard. Ça, c'est on mesure une vitesse. Donc le temps, c'est aussi un effet de bord en Helm. Donc on va pas voir ça, on va voir un petit peu comment ça marche. Alors normalement, j'ai ça, ouais. Donc on va y aller. Alors le REPL, il y a un REPL, mais il est vraiment pas dingue. Donc on va voir un petit peu comment ça marche sinon. Donc j'ai un dossier qui est globalement vide. Normalement je l'ai encore plus vidé. Voilà, il y a vraiment pas grand chose dedans. Donc ce que je vais faire, c'est initialiser. Alors, attendez, hop, je rentre dans un shell dans lequel il y a tout ce dont j'ai besoin. Donc initialiser le projet. Donc ça se fait, on est à l'intérieur. On va initialiser un projet Helm. Hop, donc on peut regarder ce qu'il nous a créé. Donc il nous a créé un dossier source dans lequel il n'y a rien. Et il nous a créé un fichier helm.json qui est à peu près la même chose qu'un package.json. On a la version d'Helm, on a les dépendances directes, indirectes, voilà. Et le dossier dans lequel il y a les sources. C'est là que le compilateur va aller regarder pour faire notre app. Donc ok. Alors je fais juste un truc très très basique pour voir si on a à peu près le LSP qui marche. Il ne marche pas évidemment. Ah oui. Alors, hop. Ça c'est que je le fais. Voilà, normalement, voilà, ça a l'air de s'être réveillé. Voilà. Donc, si j'écris quelque chose comme ça en Helm, donc là c'est vraiment le plus basique. Ça va être l'identifieur de ma fonction. Ma fonction ne va pas prendre d'argument et va juste ressortir un int. Donc ça c'est une des différences avec JavaScript, c'est qu'on n'a pas cette espèce de type fourre-tout number. On va avoir int, on va avoir float et voilà pour les types numériques. Alors comment je peux faire quelque chose pour arriver à... On va essayer de... Donc normalement, on va voir si
ça compile. Donc je suis à la racine, je peux faire elm make ok, il n'y a pas l'autocomplete, c'est pas grave. Ok, là il a bien voulu compiler mon code. Si je dis que cette chose est une string, alors déjà, bon, déjà j'ai l'inter qui me dit qu'il y a un problème, et à la compilation, voilà, à la compilation, il me dit il y a un problème avec la définition de bla, enfin avec le body de la définition de bla, c'est que G5 qui est un nombre, alors nombre au sens large, c'est pas un type concret, et moi ce que je veux c'est une string, et il donne même un petit conseil, essaye d'utiliser string from int pour le convertir en string. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut faire. On va dire ok, je fais une string. Et voilà, il est content. Avec une string, ça passe beaucoup mieux. Donc on va juste explorer très rapidement le type system. Donc on a, je vais l'appeler autrement que bla quand même. Est-ce que je peux rename? On dirait. Ok. Donc voilà. Je vais faire vite fait histoire de ne pas les oublier. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des booléens. Donc pareil, là il me dit il y a un problème. Un booléen, on peut le construire avec deux constructeurs ou false. Donc ça il est content. On peut avoir donc int, float, booléen, string. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre d'un peu standard? On peut avoir une liste de booléens. Et là, ça se construit comme on peut s'y attendre avec les square brackets. On peut avoir donc voilà, ça lui va. Pareil, on peut imaginer une liste de strings. Et ça va compiler aussi. On peut réessayer. Hop, success, on a réussi à compiler notre code. Ok, donc ça c'est la vue super basique. Donc l'identifieur, la signature, un nouveau l'identifieur, égal, et le body de notre fonction. Donc le truc pour ceux qui sont vraiment pas du tout dans la programmation fonctionnelle, en gros on voit qu'il n'y a pas de return. Ça veut dire que le body va être évalué et il doit être évalué au type de sortie. Alors une fonction, on va faire une fonction toute simple, on va faire une fonction, ça se note comme ça. Ça veut dire je prends un int et je renvoie une liste de strings. Donc là il n'est pas content, pourtant on renvoie bien une liste de strings. C'est les arguments, on les met avant le égal, ou alors ça complique un petit peu. Alors là il me dit, on verra après comment on peut faire autrement. Là il me dit, c'est juste le linter qui me dit attention, ta variable i n'est pas utilisée. Quand dans du code Elm ou Haskell, etc., on n'utilise pas une variable, underscore, ça permet de dire ok, j'ai un argument, mais je ne l'utilise pas. Si par exemple là on était donc là ça va être une fonction. Alors, on va voir, c'est un petit peu particulier en fonctionnel, mais la manière dont c'est souvent compris, la manière la plus basique de lire ça, c'est j'ai deux inputs, une string puis un int, et je vais renvoyer une liste de strings. Donc si je sauvegarde ça, là il n'est pas content, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit un truc, alors on le lira peut-être mieux là. Voilà, il me dit le body, j'attends une liste de strings, et là ce que j'ai c'est une fonction qui va d'int vers liste de strings. Ok, alors pourquoi? En gros il nous dit j'ai ça,
Moi, je veux juste la fin. Alors pourquoi il dit j'ai ça? Parce qu'en fait, en fonctionnel et en Haskell, etc., euh, il n'y a pas vraiment d'histoire de je veux deux paramètres en entrée et je te sortirai ça. Ça peut se lire, cette signature-là par exemple, peut se lire si je lui donne une string, alors je recevrai en retour une fonction qui va d'int vers liste de string. Si je lui donne une string et un int, alors je reçois une liste de string. Et vu que là, on a mis un seul argument qu'on ignorait, alors il a dit ça, c'est la string, et du coup, le body, ça doit être un int vers liste de string. Donc, à la limite, j'en rajoute un deuxième, et là, il est content. Et on peut vérifier que le code build sans problème. Je vais un peu... Hop là. Donc voilà pour pour un petit peu la syntaxe vraiment de base. Il y a un autre type euh, qu'on va devoir voir en fait un petit peu tout de suite pour arriver à faire une app. C'est le type record qui est un peu le type magique. Est-ce qu'ils ont une entrée spéciale pour record? Ça va être là à tous les coups. Voilà, ça c'est un type record. Donc ils mettent quoi? Ils mettent type alias, donc on va voir ce que ça veut dire. Type alias user est égal à la limite je peux copier-coller, c'est pas forcément intéressant de me regarder taper. Hop. Donc type alias user, c'est un record, donc comme un struct dans d'autres langages, qui a un champ name qui est une string et hash qui est un int. Si je dis ok cette fonction là, on va juste on va dire cette fonction renvoie à un user. Alors, la manière dont ça s'utilise, c'est que quand on déclare ça, elle va directement créer, donc ça, user c'est le type, il va automatiquement créer un constructeur pour ce type, qui va être une fonction qui va prendre en argument les champs dans l'ordre. Alors, on peut le faire de manière explicite, mais de manière implicite, on peut dire, alors là, il faut que j'enlève ça, on peut dire user, donc là c'est mon constructeur pour le coup, une string, un int, et là il est content. Alors si vous regardez les trucs au-dessus, là le seul truc qu'il me dit c'est pas bien de tout exposer. On y reviendra pour l'instant. Allez, je vais lui dire que j'expose juste myfunc comme ça. Oups. Comme ça il va être content. Voilà. Voilà. Je pense que si je mets ça, voilà. Typiquement, là, ce qu'il dit, c'est faut se souvenir de l'histoire du constructeur qui est une fonction qui reçoit les deux arguments dans l'ordre. Il me dit, je veux un user, et là, ce que tu me renvoies, c'est une fonction qui va de int à user. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fonction, donc c'est le constructeur, qui prend une string, un int, et qui envoie un user. En gros, on a... je pense que je dois pouvoir le faire sans les alias. Alors, je crois qu'il aime pas il aime pas ça. On peut juste faire ça. User, c'est une fonction qui prend une string, un int, et qui envoie un user. Est-ce que ça marche ça? Voilà. Voilà. En gros, ça c'est le constructeur. Le seul truc qu'il dit, c'est pas utilisé.
Voilà. Le constructeur, donc qui est pas la même chose, qui est le même mot, mais qui est pas la même chose que le type ici. Le constructeur, c'est bien une fonction qui prend une string, un int et renvoie un user. Du coup, il râle pas parce que le truc que je renvoie là, ça a effectivement cette signature là. Si par exemple je disais OK, je veux une fonction de inverse string, je peux dire user salut. Et à ce moment-là, en gros, ce que je vais faire, c'est là, je renvoie bien une fonction de inver_user. Et je peux utiliser ça, par exemple, pour fabriquer des users qui s'appellent tous salut. Alors, c'est pas forcément, c'est pas forcément hyper utile comme ça, mais ça permet, j'espère, de comprendre un tout petit peu comment, comment ça marche. Alors, juste pour finir, le type alias. On peut définir nos propres types, ce qu'on fera, je pense, dans cette vidéo. Et on peut aussi définir des type alias. Alors, type alias, c'est donc là, c'est pas forcément le. Alors, imaginons, voilà, imaginons que je fasse ça, comme ça on va bien comprendre. Donc, myfunc va appeler la fonction user avec l'âge 1, 2, 3. Voilà. Donc là, il est content. Pourquoi? Parce que ça, c'est le nom de la fonction ici. Et cette fonction, elle prend un int et elle renvoie un user. Donc quand ça se sera évalué, alors à la fin, j'aurai effectivement bien un user qui s'appellera salut et qui aura l'âge 123. Le type alias, c'est en gros c'est purement sémantique. C'est pour faire des espèces de synonymes. Mais les types ne sont pas différents. Si je fais type alias âge, alors un type doit commencer par une majuscule, est égal à int. Voilà. Donc là, il me dit juste c'est pas utilisé, mais ça build. Hein. Voilà. Là, ce que je peux faire, c'est dire, en fait, je vais construire non, on va pas le faire comme ça. Je pense qu'en fait, on pourrait le faire, mais ça rajoute de la syntaxe. Je pense qu'on doit pouvoir faire un truc comme ça. 123. Je crois qu'un truc comme ça, il doit pouvoir être à peu près content. Il me dit cannot find age. Bref. Je regarderai un petit peu comment on casse les types, mais donc, vu que j'ai le type alias âge qui est la même chose qu'un int, là cette fonction qui prend un int, je peux dire ça prend un âge et ça va marcher. Parce que les deux sont interchangeables. Je peux dire que ça c'est par exemple une liste d'âge. Et donc, je peux écrire un truc du style. Voilà, ça lui va. Donc, la chose que ça permet, c'est par exemple un truc qui type alias name. On va dire que c'est une string et que mon user il prend. On peut le mettre n'importe où en fait. Hein. Ah oui, j'ai inversé les arguments exprès. Juste pour se tromper. Voilà. Ça veut dire que là j'ai dit cette fonction là je sais pas, elle fonctionne à l'inverse du constructeur, c'est à dire qu'elle va prendre un âge et un name et ressortir un user.
et du coup elle appelle le constructeur en switchant les arguments. Et là on voit que je passe un simple int et une simple string et ça pose pas de problème à la compilation. Évidemment si là je mets que à la limite ça on va pas le changer, mais à la place de l'int je mets un booléen. Pardon. Hop, voilà, là il vient d'arriver. Ok, donc voilà pour les types alias. Les types, alors on peut définir nos types aussi. Alors là, ça va marcher un tout petit peu différemment. Allez, on définit notre propre type. Alors, donc, voilà, à la limite. En gros, on va lister les constructeurs de ce type. C'est-à-dire que le type âge peut être construit avec de deux manières, soit en appelant le constructeur adulte, soit en appelant le constructeur child. Donc, là j'ai un âge, ça ne lui va plus. Alors, je peux imaginer que j'ai une fonction age2int qui va faire quoi? Qui va prendre un âge et renvoyer un int. Alors, pour l'instant, on va juste mettre un int fixe, histoire de l'avoir qui build. Et ici, je vais dire age2int de A. Et là, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma fonction qui va appeler la fonction user, myFun qui va appeler ma fonction user avec comme âge adulte et comme nom salut. L'âge ici, arrive là, il est bindé à A. Donc A c'est un âge et on le file à la fonction age2int qui est ici et qui prend un âge et renvoie un int. Bon, pour l'instant elle ne fait pas grand chose, elle renvoie 123, tout le monde a 123 ans maintenant. Et ça, du coup, ça devient un int et donc je peux utiliser mon constructeur user qui attend une string puis un int. Mettons que je veuille dire que tous les adultes ont 25 ans et tous les enfants ont 5 ans. Donc pour ça, on peut on a deux manières de faire. J'espère que elle me permet de le faire. Donc A c'est un âge. Donc si donc case A of et là ça va être les constructeurs. Si A a été construit avec adulte, alors je renvoie, on avait dit 25. Si il a été construit avec child, on renvoie 5. Voilà, là il est content. Est-ce qu'on peut... alors on va voir si on... Je sais... Ça marche ça? Qu'est-ce qu'il me dit? User et ah oui. Alors ça, j'ai jamais trop fait. Est-ce qu'on peut... Alors, impro. Tac tac
tac, 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 tac. Je sais pas comment on charge quelque chose. Ça existe, c'est ça? Non. Est-ce qu'il l'a dans son scope, myfunc? Non. Ah. Import main. Ah, par contre j'ai main.myfunc. Ok, on y arrive. Ok. Alors voilà. Donc, là j'ai évalué myfunc. Donc myfunc, donc là j'ai juste mis une petite string, on est obligé, c'est la signature de la fonction debug.log, c'est debug.log, une petite string qui permet d'identifier en fait ce qu'on est en train de, enfin là où on log, c'est pour juste pour quand on lit et log, en fait la petite, elle se retrouve là au début. Et en gros, il passe la valeur. Alors, pourquoi ça pose pas de problème? Parce qu'en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va printer et renvoyer ce qu'on lui a donné ici. C'est pour ça que là, ça continue d'être bon, quoi. Euh, donc voilà. Donc là, on voit que il m'a renvoyé un record avec H qui vaut 25 et name qui vaut salut. D'ailleurs, de manière assez intéressante, en fait, il le renvoie en sens inverse de la manière dont c'est construit. Mais bon, si jamais... alors, je ne sais pas à quel point... Donc là, je suis censé faire quoi? Je suis censé rebuilder... Ah oui, juste ça, réimporter, ça suffit. Ok, là on voit que maintenant j'ai la même chose, mais l'âge vaut 5. Donc voilà, ça c'est... On peut construire un type comme ça. Imaginons qu'on veuille un type un peu plus précis avec par exemple, bon les enfants on peut dire qu'ils ont toujours 5 ans, par contre les adultes, ils ont un âge, et cet âge est donné par un int. Donc en gros pour le construire, j'aurais besoin d'appeler le constructeur adulte et de lui donner un int. Là on voit que lui il râle, et pourquoi il râle? Parce qu'en fait le constructeur c'est pas juste adulte, c'est adulte et un int. Donc là j'ignore en fait l'int et je renvoie 25. Si je veux l'utiliser ici, il va falloir que je fasse un truc du style adulte 230, nettement plus vieux. Et vu que j'ignore, j'ai toujours 25. Si je dis, ok, là je vais avoir l'âge, et en fait, vas-y, renvoie l'âge, c'est un int, il n'y a pas de problème. Alors, là il tient bien compte de l'âge. Là il tient bien compte de l'âge. Ok, pour la construction des types, on a vu les type alias, on a vu les records, on a vu un petit peu tout ce dont on avait besoin. Ah si, si, les lambda. Les lambda parce que je vais les utiliser, je le sais. Où est-ce que je peux faire ça? Ici. Alors, là, on a notre fonction user. On bind ici deux arguments, A pour l'âge, enfin deux variables, N pour le nom, et on renvoie notre user construit comme ça. On a dit que si on faisait ça, alors lui il râle, alors il va falloir que exit, ok. Lui il râle parce que alors déjà N il ne le connaît pas. Ah oui, alors dommage, je vais plutôt si je fais ça comme ça, ouais, là ça va poser problème partout. Bon allez, du coup j'écris la lambda. Alors, je suis pas sûr que je puisse l'écrire comme ça, mais on va voir si ça marche.
Ah si, il est content. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, on avait dit, donc il y avait l'histoire de combien d'arguments on bind ici, qui font que si j'en ai qu'un, enfin si j'en ai deux, ça va être celui-là et celui-là, alors je renvoie ça, c'est-à-dire que le body de la fonction doit être égal à ça. Si j'en bind qu'un, alors du coup, j'ai bindé celui-là, c'est dans l'ordre hein, évidemment, j'ai bindé celui-là, du coup, mon body va devoir être une fonction qui va de name à user, et si j'en avais mis aucun, alors mon body devrait être une fonction qui va de age à name à user. Enfin, de age, name, user. Donc en fait là ce que j'ai fait c'est quoi? C'est j'en ai bindé qu'un. Donc lui ce qu'il va vouloir c'est que ce body là soit une fonction qui aille de name à user. Et cette notation là, c'est typiquement ce qu'elle fait. Elle dit ok, je suis une lambda, je suis une fonction anonyme. J'ai donc ça c'est on le voit avec le petit slash, le petit anti-slash qui en fait imite un petit peu le symbole du lambda, qui est j'imagine un petit peu ce qu'on retrouve là. Donc là on a juste ce truc. Donc c'est pareil en Haskell, hein, c'est pareil dans la plupart de ces langages-là. Elle va prendre un argument que je vais binder à la variable n qui se retrouve là, et donc elle va renvoyer ce truc-là. Donc tout ça, c'est effectivement une fonction qui prend un argument et renvoie un user. Si jamais j'enlève l'âge, là, il va encore râler parce qu'il me dit, alors déjà il me dit ah je ne connais pas. Donc à ce moment-là, voilà. Là, j'ai une lambda qui prend deux arguments. En gros, autant de lettres séparées d'un. Enfin, je pense qu'on doit pouvoir mettre des. Ça se fait rarement, hein, mais on peut mettre en toutes lettres comme ça. Voilà. Donc des strings, enfin des strings, des noms de variables séparés par un espace, et il y en a autant qu'ici entre l'anti-slash et la flèche. Donc voilà. Quel type important est-ce qu'on a oublié de voir? On a oublié le premier de tous, qui s'appelle unit. Et unit, il est un petit peu particulier parce que, en gros, je vais rajouter ici par exemple en argument. Hop. Alors là, hop. Jack. Et je vais l'ignorer ici, parce qu'on n'a pas besoin. Alors ça, c'est le nom du type, au même titre que âge. Donc âge, c'est le type qui peut être construit avec deux constructeurs, soit child, soit adulte et un int. Donc notre type, il a cette tête-là, unit. Et il n'y a qu'une manière de construire unit, c'est il n'a qu'un seul constructeur, donc il l'attend avant l'âge. Et en fait, le constructeur a exactement la même tête que le type. C'est le constructeur, enfin c'est le type qui a un seul habitant. Donc bon, là on va pas parler de la cardinalité des types, etc. Mais en gros il a un seul habitant, et du coup cet habitant il se construit comme ça, et donc il n'y a besoin de rien. C'est le type qu'on peut construire par défaut et qui ne dit pas grand chose. Mais justement en fait on l'utilise parce qu'il ne dit pas grand chose quand on veut ne pas dire quelque chose. Donc voilà. Donc là c'est cool. On a un peu joué avec le type system d'Helm, mais on n'a toujours pas de site. Donc pour faire tourner un site, on a un premier truc. Donc je crois que c'est voilà, Helm Reactor. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc il nous dit d'aller sur localhost 8000. Donc là on voit que Helm Reactor expose en fait un petit serveur web qui sert de manière assez élégante avec les dépendances et tout notre dossier. On a src, on a main, et quand on essaye d'ouvrir le main, il nous met initialization error. Or il pourrait bien nous permettre de servir un site. C'est qu'on n'a pas encore défini. En fait, un site en Helm,
c'est défini par un type, et c'est le type programme, autant que je me souvienne. Alors, Helm package, c'est le type programme. Donc là, on a tous les packages Helm qui existent. Donc ceux qui sont préfixés Helm, c'est les packages officiels. On en a quelques autres, plus ou moins. Ça, c'est le gourou à la tête d'Helm. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, Helm Browser. Le package Helm Browser. Le module browser nous permet de créer des programmes Helm. Et du coup, il expose 4 fonctions. 4 fonctions qu'on va utiliser suivant ce qu'on veut faire. Donc nous, pour l'instant, on va faire ça. Ça veut dire juste une petite sandbox qui réagit à ce que fait l'utilisateur, et c'est tout. Quand on va faire un site qui ressemble à ça, avec, donc, il réagit à ce que fait l'utilisateur. Là, quand j'appuie sur plus, ce truc-là augmente. Quand j'appuie sur moins, ce truc-là diminue. Il nous dit, il y a Element aussi, qui va nous permettre de discuter avec le monde extérieur, tel que HTTP, et discuter avec le JS. Alors nous, le JS, on ne le fera pas. Enfin, ou alors, à la limite, si on demande, on le fera. Mais par contre, alors, discuter avec l'extérieur, ça a un sens un peu particulier en programmation fonctionnelle, dans le sens où tirer un nombre au hasard, c'est discuter avec le monde extérieur. Pourquoi? Parce que typiquement, c'est un truc où quand on donne une entrée, on ne peut pas avoir la même sortie à chaque fois. Enfin, un générateur de nombres aléatoires qui donne toujours le même, ça s'appelle plus vraiment un générateur de nombres aléatoires. Donc tout ça, on le verra la prochaine fois. Et après, c'est juste à quel point on veut... vu que Helm génère du JS, et que ce JS va être injecté dans un div, c'est la forme la plus petite. Mais en fait, on peut avoir carrément la gestion de la page entière. Donc ça, on a un document, et voire d'une application entière avec plusieurs pages, un routeur et tout le tralala. Là, il faut utiliser le type application. Alors, nous, on va vouloir faire une sandbox. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça, c'est le nom de notre fonction sandbox, au même titre que là, on a notre fonction user. Et on voit que le type est marqué exactement de la même manière. Donc, à la limite, je pense, je n'ai jamais trop essayé, mais je pense qu'un copier-coller comme ça, voilà, sans forcément ça doit pouvoir le faire. Alors, j'ai supprimé tout ce qu'il y a. Oups, j'avais dit que je pushais. Ah, attendez. Juste ça. Est-ce qu'il est à peu près content? And make. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un mJSON et src. Allez. On va dire basic type exploration. Et voilà. Ça devrait être dispo. Ici. Toc. Alors, hop, on va supprimer tout ça dont on n'a plus besoin. Et est-ce que j'ai toujours ça? Oui. Alors, il va falloir mettre le body. Sandbox est égal à... Non, on ne le fait pas du tout comme ça. En gros, ce que va chercher à faire le compilateur, c'est qu'il va chercher une fonction main qui s'appelle main dans le module qu'on lui pointe quand on veut ouvrir main.helm. Alors, le fichier pourrait s'appeler autrement, bla.helm. Il faudrait juste que le module s'appelle bla aussi. Par contre, ce qu'il va vraiment chercher, c'est une fonction qui s'appelle main. Alors, je vais juste essayer de me souvenir comment... On va juste garder ça en commentaire.
Voilà, pour s'en souvenir. Alors, notre fonction main, qu'est-ce que ça doit être au final? Ça doit être, alors ça par contre c'est bon, ça doit être ça. Et là je me rends compte qu'il y a un truc dont j'ai oublié de parler, mais on va le voir comme ça. Alors, il faut qu'on construise ce type. Programme, ça c'est le constructeur, qui est, alors au même titre qu'on avait notre âge, qui pouvait être construit avec adulte et un int, là c'est programme, donc ça c'est le nom du constructeur, je crois que le type s'appelle programme aussi, qui est construit avec notre fameux type unit, un modèle et un message. Sauf que ce qu'on voit, et ça je l'avais pas encore dit, c'est que là on note que c'est en minuscule. Or on avait dit tout à l'heure que les types devaient être en majuscule. C'est qu'en fait c'est polymorphique. Et ça peut être n'importe quel type ici et n'importe quel type là. Le truc par contre, c'est que si on l'utilise avec notre fonction sandbox, alors, ouais, browser, donc le nom du module, sandbox, si on le construit avec notre type browser sandbox, il va attendre un record qui a cette tête là. Et donc là on retrouve en fait le type. La chose c'est que tous les modèles doivent être le même type. On s'en fiche du nom, ça peut être n'importe quoi, mais modèle ici, modèle là, modèle là, modèle là. Si vous dites que vous renvoyez un programme unit string et autre chose, en fait il faut que là ce soit une string, là aussi, là aussi, là aussi. Si vous dites programme unit string int, alors tous les messages doivent être des int, tous les modèles doivent être des strings. Donc voilà. Donc nous, on va pas s'embêter. On va dire qu'on renvoie un on va mettre le type unit ici. Alors sandbox attend un record qui a quoi? Qui a un champ init qui est quoi? Qui est un modèle. On a dit que modèle c'était unit, donc on met unit ici, ça devrait pouvoir le faire. View qui a quel type? C'est une fonction qui prend un modèle, mais nous en fait vu qu'on va rien en faire, on l'ignore, et qui va renvoyer un HTML quelque chose. Alors là on va dire to do, parce que on verra un petit peu comment on peut le faire. Et on a update qui a quoi comme type? Qui a une fonction qui prend un message qu'on va ignorer, si j'arrive à trouver ma touche underscore, un modèle qu'on va ignorer et qui renvoie un modèle. Et quel est le type de ce modèle? Unit. Comment on construit unit? Avec unit. Donc là on a déjà fait une bonne partie du chemin. Par contre il y a ce type là, HTML message. Alors qu'est-ce que c'est que HTML message? Donc on va aller voir un petit peu, avec un peu de chance il y a un package qui s'appelle HTML, oui, qui expose un type alias HTML message. Donc ça c'est ce qu'on veut. Et une manière très facile de le construire, c'est alors avoir une fonction qui prend une string et qui renvoie un HTML message. Ok. Donc on va essayer de faire ça. Alors par contre, il faut que j'importe le fait que ce soit pas juste texte, mais HTML, HTML.text. Qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que je lui dise que je... Voilà. En gros, il faut que je liste les modules que je vais utiliser à l'intérieur. Ok, et myfunc n'existe plus. Donc, ce qu'on fait, c'est main. Ok, donc si je retente mon lmake success, et là il m'a dit que main était devenu index.html. Ok, cool. Et le Helm Reactor qui était là, si on le recharge,
Ouais, faut qu'il tourne, quoi. Si on le recharge, on a bien notre Hello World qui apparaît. Alors là, c'est intéressant parce qu'on peut voir un petit peu ce ce que fait Helm en fait. Alors là, il a fait plus que ce qu'il ne fait d'habitude, hein. Il m'a généré un index HTML et après tout un script, et ça, c'est notre code. Donc je pense que la string typiquement Hello World doit être quelque part. Voilà. Donc ça c'est notre code, et on voit que ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le div qui a l'id Helm, et il va l'utiliser pour mettre son truc dedans. Si on regarde un petit peu à quoi ressemble notre page HTML, on voit qu'il nous a construit notre body, et là on a juste le truc le plus minimaliste, pas de div, pas de paragraphe, pas de quoi que ce soit, juste une string en plein milieu du HTML qui dit Hello World. Je crois que ce n'était pas... Hop, si on lui dit salut, et qu'on rafraîchit, voilà, donc on est bon. Voilà, donc là on a réussi à construire notre première page de la manière la plus minimaliste qui soit. Et du coup je vais committer ça. Est-ce qu'il y a plein de trucs? Non. Hop. Et moi, ce que je vais utiliser, c'est un autre truc. Vraiment, quelque chose comme ça devrait me permettre... Alors ça marche pas. Par contre, si je vais là, ça me permet normalement d'avoir le auto reload. Oui. Et l'autre truc, c'est que si je fais une bêtise, voilà, j'ai le compilateur, la sortie du compilateur en gros sur ma page. Donc là, on voit bien que de toute manière, il va pas builder le front s'il est dans cet état-là. Ok. Donc, comment ça marche? Premier truc qu'il faut voir, c'est que tout ça, ça reste exactement dans le même... alors, je sais bien que c'est très spécialisé, mais j'aime bien que mes types génériques portent un nom générique. Enfin, type générique, façon de parler. Tout ça, ça reste vraiment des fonctions qu'on va pouvoir manipuler. Donc, par exemple, ma vue prend quelque chose que j'ignore d'ailleurs, et renvoie un HTML.text. Donc, ce que je peux faire, c'est me dire, en fait, ma vue, elle va avoir juste un titre. Et du coup, je peux avoir une fonction title qui serait quoi? Qui serait un HTML quelque chose, et qui vaudrait quoi? Qui vaudrait salut. Et donc, du coup, là, si je mets que c'est title, alors, c'est que c'est le type HTML du package HTML. Au même titre que là, on a dit, c'est la fonction texte du package HTML. Et donc voilà, là, j'ai commencé à extraire un premier truc. Hello. Voilà, ça marche. Je peux me dire, je sais pas, par exemple, que mon titre, ça va être... Alors, ça va être un titre en HTML. Alors, du coup, bon, on n'a qu'à faire ça. Alors, leaders, H1. Donc, on a une fonction H1 qui prend quoi? Qui prend une liste d'attributs message, qui prend une liste de HTML message et qui envoie un HTML message. Donc, HTML message, c'est ça. On est d'accord que tout ce qui est en minuscule,
Ça peut être remplacé par n'importe quoi, il faut juste que ce soit le même à chaque fois qu'il apparaît dans une fonction, ou qu'il est appelé. Donc, je peux dire, ok, ça c'est un HTML H1 qui prend quoi? Qui prend une liste d'attributs message. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est un attribut message, je sais encore moins ce qu'est une liste d'attributs message. Par contre, quel est le type d'une liste vide? En fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Donc en fait, je peux mettre la liste vide. On va regarder un petit peu, on va prouver un peu que ça peut être n'importe quoi. Et là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une liste. Donc on construit la liste de quoi? De HTML message. Alors si je me souviens bien, mon HTML.text hello, c'était un HTML message. Donc si je le mets dedans, en fait, j'ai quoi? Je devrais avoir... Ouh, j'ai un hello qui apparaît en forme de titre. Et donc là, quand on regarde, on a bien les balises H1 qui ont été ajoutées et hello ici au milieu. Vu que c'est une liste, et ben, je peux clairement, on sépare par des virgules notre liste et je peux sûrement écrire un truc genre hello world. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que là, il y a eu la balise H1 où on le fermente et deux strings hello et world. Donc voilà, alors, juste pour revenir vite fait sur l'histoire de la liste vide, alors mettons que L c'est une liste d'int et que L est égal à 1, 2, 3. Ok, donc c'est une liste d'int avec un seul élément dedans, 123. Là, il y a un premier truc qu'on a vu tout à l'heure, peut-être que j'ai fait sans trop le dire, c'est je l'ai changé pour une liste de float, et ça n'a pas posé de problème. Parce qu'en gros, il y a de l'inférence de type, et lui, il va juste se dire, ok, 123, c'est un nombre. Et ce nombre, bah, je peux le comprendre comme un int, je peux le comprendre comme un float, ça pose pas vraiment de problème. Ça pose pas de problème, parce que voilà, c'est bien un float. Par contre, je pense que si on fait ça, j'espère du moins, si on fait ça, voilà, bon là c'est ça qui montre qu'on n'est pas en JS. Ça veut dire que là, il n'a pas moyen de comprendre ce truc-là en tant que int. À la limite 123 en tant que float, ok. Mais 123.3 en tant qu'int, non. Donc voilà. Mais imaginons que maintenant je mette ma liste vide. Ma liste vide peut très bien être une liste d'int. Ma liste vide peut être une liste de string. Alors, est-ce que ça peut être une liste d'int? Aucun problème. Aucun problème. Je pense qu'en Helm, ils doivent même avoir le bottom. Est-ce que ça existe? Ouh! Et ma liste vide peut être une liste de never. Et never, c'est... alors, si unit a un constructeur et un seul habitant, never n'a aucun habitant. Donc en gros, c'est un type que vous ne pouvez pas construire. Donc ça permet justement de montrer... voilà, il y a quelques endroits où on dit on va mettre ça, et en fait on ne pourra pas construire la liste en question. Donc voilà pour l'inférence de type. Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors là par exemple, j'ai ma liste. Et bah, des listes, ça peut être concaténé. Une liste, ça peut être concaténé. Donc par exemple, je peux la construire comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est juste le linter qui dit que je pourrais faire autrement. Mais en gros, voilà, je peux faire des opérations sur mes listes. Je peux traiter ça. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que je peux avoir un niveau d'abstraction un petit peu supérieur. C'est-à-dire que je peux dire, ok, ce truc-là, c'est une liste de HTML message. Je vais pouvoir le manipuler strictement comme une liste. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? J'ai juste essayé d'avoir un exemple plutôt
parlant. Ça peut permettre aussi de voir au niveau des parenthèses, etc. Par exemple, ouais, vu que je peux le manipuler comme je veux, euh, imaginons que là j'ai une autre fonction title text qui est quoi? Qui est une string. Ok. Donc je peux l'utiliser ici à la place de cette string là. Title text. Alors ça je vais le garder. Tout le reste je l'enlève et il faut quand même que ce soit une liste. Voilà, ça lui pose aucun problème. Mais du coup, là, je vais pouvoir m'amuser à utiliser. Je peux faire par exemple string, repeat 4 fois hello. Et voilà. Et là, du coup, c'est une opération strictement sur les strings. J'ai répété 4 fois string hello et ça me donne mon titre. Je peux dire aussi string reverse de, hop, de quoi de mince. Ah non, string de reverse de ça. Donc en gros, là, ce qu'il va faire, c'est il va répéter 4 fois hello et il va reverse cette grande chaîne. En Helm, alors pour ceux qui font du Haskell, il serait tenté de mettre un signe dollar. Le signe dollar n'existe pas en Helm. L'équivalent, c'est ça. Qui dit en gros, évalue ce qu'il y a à droite. Et une fois que tu as évalué ce qu'il y avait à droite, tu le files à ce qu'il y a à gauche. On a l'inverse. On a l'inverse. Donc par exemple, fonction équivalente, ça va être ça. Ça va être évalue ce qu'il y a à gauche et quand tu l'as fait, tu le donnes à ce qu'il y a à droite. Ça c'est moins fréquent en fonctionnel. Des fois c'est plus pratique quand il y a une série d'opérations comme ça et on voit que c'est chaîné. J'imagine que là on va se retrouver avec un truc à l'endroit à nouveau. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il répète 4 fois hello, ça lui fait une string. Il donne cette string à reverse, ça donne olé 4 fois une string. Et cette string là, il la passe à reverse encore. Et voilà, je sais pas, j'imagine qu'on doit faire to upper. Voilà. Et voilà. Donc j'ai pris hello, je l'ai répété 4 fois, j'ai retourné la string et je le mets en majuscule. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut imaginer qu'on ait un truc du style, je sais pas, on va faire, hop, on a une string, comme ça. Et voilà. En gros, on a défini une lambda qui prend quoi? Qui prend une variable qui s'appelle str, qui va binder sur une variable qui s'appelle str, qui va la répéter 4 fois. Donc inférence de type, il sait que ça doit être une string. Si je mets 12, évidemment, qui va pas apprécier. Donc voilà, je peux avoir ça comme type de manipulation. Ça peut être pas mal. En fait, c'est un des gros intérêts, c'est de pouvoir. Alors, le type system d'Helm est pas incroyable, mais pour du front, ça permet vraiment de comment, de vraiment faire le job, quoi. Donc là, euh, ok. Hop. Alors, le truc qui est pas dingue quand même, c'est de devoir tout préfixer
comme ça. Donc on peut cleaner un petit peu, on peut dire, on peut faire ça, exposing, donc en fait ça marche à l'inverse de celui-là, c'est-à-dire que là celui-là il dit, le seul truc qui sort de ce module c'est la fonction main, là il dit, tu importes HTML, le module HTML, et qu'est-ce qu'on va dire, euh, on va dire je veux le type HTML. Et à ce moment-là, ça va permettre d'y faire référence directement sans mentionner le module. Voilà. Je peux dire, alors qu'est-ce que j'importe d'autre? J'importe H1, j'importe texte, et on va dire que je vais importer div aussi, parce qu'on aime bien avoir des divs. Et donc là, ça, je peux dire juste texte, juste H1. Là, il comprend toujours. Et div, alors je mets juste la signature de la fonction div, mais en fait, c'est toutes les mêmes à chaque fois. Toutes les mêmes à chaque fois. Où est-ce qu'il est le div? Il est là. Even list attribut de message, HTML message, c'est exactement la même signature que n'importe quel truc. Donc je dis div, liste vide et une liste d'HTML message. Et voilà. Et en gros, normalement, ici, si on regarde, on voit que le body, maintenant il y a un div, et un div qui contient quoi? Qui contient un titre de niveau 1, qui contient cette string-là. La string qu'on va peut-être nettoyer parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est une petite appli pour taper un peu mieux et un peu plus vite. Voilà. Donc là, on a quand même pas mal nettoyé. Notre petit truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais dire, ça s'appelle view. Donc là, il faut que je change. Parce que généralement, si vous regardez du code Helm, la fonction qui évolue pour le champ view record s'appelle view aussi. Et ce que je peux faire, par exemple, c'est dire, en fait, view, pareil, en fait, tout ce qu'on veut, c'est une fonction, donc je peux dire, ça prend un int, et ici, je vais faire text, string, from int i, et là, il n'est pas content parce que je ne lui ai pas donné. Si je lui donne ici, il est content. Ça veut dire que view, quand on lui donne un int, donc ça c'est évalué, ça envoie un HTML quelque chose et qui est exactement ce que veut exactement ce qu'il veut là. Donc voilà, donc là pour l'instant on n'a pas ces trucs là. Je vais juste committer. On va appeler ça cleanup. Hop là. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. En fait, Helm, avec sa fonction, avec init, view et update, ceux qui font du React ont peut-être reconnu le pattern en reducer. Donc, en fait, c'est Helm qui a inspiré Dan Abramov pour Redux. Et l'architecture Helm, donc j'ai mis un petit lien normalement là, hop, avec le schéma le plus complet que j'ai réussi à trouver sur l'architecture Helm. Donc, on voit quoi? On voit init. Init, on l'a là. Nous, on a un init ultra simple, mais ça va être la même fonction que ça. On a une vue qui est où? Qui est là. Qui prend modèle et HTML message. Là, pour le coup, c'est déjà ce qu'on a. Modèle HTML message. Une fonction update, tiens donc, qui prend un message, un modèle et qui renvoie un modèle command message. Donc nous, on n'aura pas tout à fait cette signature là.
mais on a un message, un modèle et un modèle. Donc, en gros, on va commencer à comment à voir un petit peu si on peut pas interagir avec ça. Donc on a en gros ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la fonction init. Alors c'est comme ça dans tous les projets Helm. Hein. C'est vraiment l'invariant quoi. On a une fonction init qui est appelée au tout début, celle-là. Cette fonction init, elle renvoie quoi? Elle renvoie un modèle. Le modèle, ça va être la seule variable qu'on va pouvoir muter dans le cycle de vie d'une appli Helm. Et c'est elle qui va représenter notre state en fait. La vue, elle va prendre le modèle et nous faire le rendu HTML en fonction de ce modèle-là. Et l'update, elle va prendre un type message. Donc là pour l'instant on ne sait pas trop ce que c'est, mais elle va prendre un type message, un modèle, et va nous renvoyer un nouveau modèle. Et c'est à ce moment-là que se passe la mutation, et uniquement à ce moment-là. Il n'y a que la fonction update qui peut muter le modèle. Et donc en fait, mettons que le modèle soit muté, à ce moment-là, celui-là du coup, enfin la fonction view va être réappelée avec le nouveau modèle, ça va faire le nouveau HTML. Donc on va faire un truc simplissime. Simplissime. Alors, bon, si on veut voir quelque chose, le problème du type unit, c'est que vu qu'il est tout seul, il changera jamais. Donc ça va être un peu difficile, on ne pourra pas le muter. Mais on va prendre un type très très simple qui va être int. Donc type alias. Parce qu'en fait, on ne définit pas vraiment un nouveau type. On va l'appeler modèle, ce type alias, et on va dire que c'est un int. C'est-à-dire que modèle et int sont interchangeables. Et ici, alors, en gros, ma signature de fonction, c'est quoi? On a dit qu'on allait vouloir utiliser ça. Donc, modèle ici. Modèle en deux. Modèle. Et là, tout devient fou. Ok. Alors, init doit renvoyer un modèle. Unit, c'est pas un int. Donc, ça va pas vraiment le faire, mais on va dire 0 pour une condition de départ. Voilà. View, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un modèle, mais on l'ignore pour l'instant, et on va HTML message pour l'instant, pas de problème. Update prend un message, un modèle, et renvoie un autre modèle. Unit n'est pas un modèle, unit n'est pas un int. Donc si on met ça, il est content. Si on met ça, il est content. Bon, pour l'instant, rien n'a changé. Hein. Pourquoi? Parce que notre vue est toujours hardcodée sur 4. Donc là, on a dit qu'on avait, on a dit qu'on ignorait le modèle. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt prendre view. Et là, il va falloir changer le type. Ah, ben oui, vu que c'est un type, je m'attendais pas à ce que ça build. Vu que c'est un type alias, on peut mettre int. Ça lui va très bien. Et là, on peut voir qu'il vaut 0, qui est la valeur ici de l'initialisation. Et que c'est celui-là qui prend en compte. Alors, vu que ça s'appelle alias, on peut mettre modèle, c'est pareil, et notre modèle, on va souvent vouloir l'appeler M, parce que en tant que dev fonctionnel, on n'aime pas les grands noms de variables, et M, c'est assez parlant. Donc voilà, là, on a vraiment le prototype de notre app. On peut faire quoi? On peut faire init qui est un modèle, et on va dire que init ça vaut quoi? Ça vaut 0, et à ce moment là ici on va pouvoir utiliser init à la place. Voilà, alors je commit ça et on va voir un petit peu l'update. Alors, du coup,
Du coup, on a cette signature de fonction là, modèle OLL. Le truc qu'on n'a pas utilisé du tout pour l'instant, c'est message. Alors, pourtant, c'est quand le message est... en fait, on peut émettre un message. C'est quand le message est émis, en fait, via ce HTML message, là, justement, il est construit. Pourquoi? C'est le type HTML qui est paramétrisé par un type polymorphique message. Alors pourquoi polymorphique? Parce qu'en fait, il faut que ce soit valable pour toutes les apps Helm de la planète. Donc en fait, ça peut pas être un type concret qui irait nous bloquer. Donc on peut faire ce qu'on veut, on mettra le type qu'on veut. Par contre, il faudra que ce soit le même ici. Euh, et en fait, quand le message est émis depuis la vue, alors ça va appeler la fonction update avec ce message, le modèle qui est le modèle courant et le nouveau modèle. Alors, pour ça, on va faire quoi? On va commencer par créer nos messages. Alors, on va avoir un type qu'on va appeler message comme ça. Il pourrait s'appeler bla. Hein. Franchement, il n'y a pas de, il n'y a pas de. C'est nous qui le définissons. Et on va lui donner un constructeur qui est incroyable. On se demande du coup ce que ça va faire. Inc. Voilà, on a notre message inc. Là, du coup, on va dire que notre vue, c'est un HTML message, avec le type qu'on crée message. Et notre fonction update, on va la sortir. Pourquoi il n'est pas content là? View, init, view. Ça c'est bon. Ça doit être lui qui pose problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, normalement je dois avoir le message en gros là. Ah oui, forcément, c'est mieux si je fais. Ok, il me dit ah, c'est que vu que dans la fonction view j'ai précisé que c'était un message, alors je suis plus aussi polymorphique que ce qui est noté là. Ça veut dire que qu'en gros, c'est-à-dire que je peux pas dire que je suis ultra polymorphique et que je vais pouvoir renvoyer des programmes n'importe quoi si en fait je suis en train de fixer le type ici avec mes messages. Donc voilà. Donc là on voit que pour l'instant il se passe pas grand chose. On a une fonction update qui est toujours sous cette forme là qu'on va peut-être extraire. Donc on va l'appeler de manière extrêmement surprenante update. Et update, elle prend quoi? Elle prend update, elle prend un message. Mais là, du coup, c'est pas le message générique, c'est le message tel qu'on vient de le définir. Elle prend le message, elle prend un modèle et elle renvoie quoi? Elle renvoie un autre modèle. Et update, elle va ignorer tout ça et renvoyer un modèle. Un modèle, c'est quoi? C'est un int. On va renvoyer 12. Normalement, si on fait ça, ah oui, alors c'est égal. Hop là, il est content. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien. Parce que notre fonction update n'est même pas appelée parce que il n'y a pas eu de message d'émis à aucun moment que ce soit. C'est là qu'on va voir, on va vouloir émettre un message. Alors, si on regarde HTML, on a nos attributes message. Et là-dedans, on a les events. Et incroyable. On a une fonction onClick qui prend un message et qui renvoie un attribute message. Et en fait, il y a de fortes chances que le HTML, quand il reçoit, quand ça c'est émis, en fait, notre attribute message soit transformé en message plus ou moins, et on va voir un petit peu comment ça marche. Alors, mettons, si on clique sur notre H1 et qu'on fait HTML, parce que ça, je vais peut-être même pas pouvoir le faire, je crois qu'il faut que je l'importe comme ça. Import HTML events. Alors, moi je vais lui donner un petit nom.
Comme ça, je peux le référencer directement, non pas sous le nom du module entier. OnClick. Et OnClick, ça prend quoi? Ça prend un message complètement polymorphique. C'est-à-dire que ça peut être 123. Mais, alors 123 si ça arrive de marcher. Mais ça, normalement, c'est à peu près certain que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que il me dit, ah, ton div, il produit un HTML string. Moi, je veux un HTML message. Ça veut dire qu'en fait, là, vu qu'on a précisé le type ici, il faut mettre un message. Donc, notre message, la fonction onClick elle-même est définie de manière extrêmement polymorphique, mais à cause de l'inférence de type, je suis obligé de mettre un type concret et qui correspond à ma signature au-dessus. Et donc là, je vais mettre un inc. Voilà. Alors, du coup, normalement, si je clique ici, qu'est-ce qui se passe? Le message est censé être envoyé. Et à ce moment-là, la fonction update sera appelée. Tout ça, c'est ignoré et le modèle vaudra 12. Magnifique. Ok. Donc maintenant, je peux cliquer. À la limite, la fonction est réappelée, mais de toute manière, c'est une constante qui renvoie à 12. Si je regarde un petit peu... Ah oui, non, j'y suis déjà. Event Listener, je vois que le click vient d'être ajouté. Si je l'enlève, normalement, hop là, il n'y a plus de onClick qui est attaché à mon H1. Donc voilà, là, ça vient d'être rajouté et ça fait quoi? Ça fait tout un truc, il y a un handler et voilà tout le délire habituel JavaScript. Alors, le truc c'est que bon, une fonction update qui renvoie toujours le même modèle, bon bah, c'est cool la première fois qu'on l'utilise, mais après c'est pas très varié. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, j'ai mon message, mais mon message en fait, j'en ai qu'un pour l'instant de constructeur, donc c'est pas dingue. Par contre, si je prenais mon modèle actuel et que je disais que je renvoie m plus 1. Alors pourquoi je peux faire ça? Parce que c'est un type alias. On va sauvegarder quand même. C'est un type alias. Et donc m modèle ici, c'est exactement la même chose qu'un int. Et donc un int, je peux faire plus 1 dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, on vaut 0. Et si on clique, et ben on incrémente notre modèle. Enfin, on incrémente l'int qui nous sert de modèle. Et à ce moment-là, c'est bon. On va dire, ok, je vais créer un... Alors ça, je ne l'ai pas importé, donc un bouton. Et comme tous, voilà. Hop. Donc voilà, si je clique sur le bouton, ça marche aussi. Si je clique sur le titre, ça marche aussi. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, bah, je vais rajouter un nouveau constructeur au type message, histoire d'aller dans l'autre sens. Et là, normalement, je vais prendre le message. Et je vais faire si message a été construit avec inc, alors je renvoie la valeur de mon modèle plus 1. S'il a été construit avec deck, alors je renvoie m moins 1. Donc normalement, alors là ils envoient tous inc. Donc, allez, je vais faire un deuxième bouton. Deck. Hop. Et là, décrémente. Et là, ça monte. Magnifique. Magnifique. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc comme on avait fait tout à l'heure. Je vais faire alors, je peux pas utiliser le même constructeur, mais je vais utiliser on va dire inc by un int. Alors,
Ça, on n'avait pas vu ce truc-là encore. Euh, Qu'est-ce qui pose problème à Helm à ce moment-là? C'est que là, on a un case switch. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, message a été construit comme ça, on fait ça, comme si on fait ça. Mais là, en fait, il dit, attention, la fonction est partielle. Enfin, je sais pas s'il le formule comme ça, mais en tout cas, il dit, toutes les branches n'ont pas été, toutes les possibilités en quelque sorte, enfin exactement, n'ont pas été couvertes. Donc, j'ai encore un nouveau constructeur. Et on va dire que si celui-là est appelé, je vais faire m plus x. Ok. Alors, on va dire inc by 100. Donc ça me construit. On va voir, mais je pense qu'il va avoir du mal. Voilà. Et parenthèse. Voilà. Et inc 100. Et là, on voit que lui, il grimpe bien de 100. Lui, il descend d'un. Lui, il monte d'un. Donc c'est comme ça qu'on arrive à modifier notre modèle. Et là, on commence à avoir, de l'interaction, on commence à avoir du HTML qui est généré. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Est-ce qu'il y avait autre chose que je pouvais vouloir montrer dans un premier temps sans avoir les effets de bord? Juste vite fait. Après, je pense qu'on va... je pense qu'on va être un petit peu... on a un petit peu toute l'idée. Allez, juste histoire de faire un truc un peu plus réaliste. Généralement, notre modèle, en fait, ça va plutôt être un record. Qui aura par exemple un champ count qui sera un int. Comme ça. Et là, du coup, hop, là il est content. Et alors, on peut accéder au champ d'un record avec une notation en point, ce qui n'est pas fréquent, dans les langages fonctionnels, mais si vous en faites pas normalement, enfin si vous en faites pas forcément d'habitude, normalement, c'est bon. Alors là, en fait, je renvoie plus un int, je renvoie un record dont le champ count est un int. Alors, Helm a une espèce de petite syntaxe spéciale, accolade. Le record que je veux changer, et en gros, je vais le merger avec. Je vais prendre le record qui est à gauche du pipe, et je vais écraser les champs que je définis ensuite. Count égale ça. Égale ça. Donc là, hop, on va dire que on va respecter notre truc quand même. Et pour finir, count. Voilà, normalement, voilà, on a exactement le même fonctionnement. Juste un petit élément de syntaxe. On peut définir des variables dans un scope très fermé avec let et on va pouvoir faire next count égale m.count plus 1 in ce truc là.
Donc ça peut être, c'est utile, c'est pas ça peut être utile, c'est utile quand ça commence à devenir un petit peu plus compliqué ou qu'il y a des champs enfin ça peut pas être juste résumé en une petite expression comme ça, ou alors ça dépend, je sais pas si next count dépendait d'un autre champ, euh, ça pourrait poser problème. Euh, donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Let in, on commence à avoir vu des bons trucs de syntaxe. On peut voir un usage. On peut faire ça. Voilà, ça peut se faire sans problème. Ça veut dire que là, j'ai un message qui a été construit à l'avance et que j'utilise comme ça directement. Donc voilà. Prochaine fois, on aura. Je rappelle qu'on est censé arriver là, hein. Euh, donc, qu'est-ce que ce truc-là? Alors, pour la prochaine fois, je suis pas sûr qu'on arrivera à tout faire. Ça va être un petit peu plus. Enfin bon, faut être à l'aise avec ce qu'on a déjà vu là pour arriver à le faire. Pour arriver à être tranquille un petit peu sur la prochaine fois. Bon, le CSS, bon, le CSS c'est du CSS, hein, c'est la manière dont c'est fait, en fait, c'est très simple. C'est que dans la page, j'ai juste pris un petit framework CSS que j'ai appelé dans le header, je sais pas où, là, voilà, milligramme, et qu'après, j'ai utilisé les classes pour arriver à faire le truc. Là, je peux faire, au même titre que j'avais les HTML events, j'ai HTML attributes, et eux, alors je peux définir des styles directement dedans, mais je peux dire, ok, voilà la classe, et je crée des classes. Euh, donc, cette chose, où est-ce qu'il est? Là. Cette chose, qu'est-ce qu'elle fait? Hop là, le premier truc qu'elle va faire, c'est, on va avoir une requête. Voilà, en gros, le site va fetcher sur GitHub un fichier JSON. Donc, il y a un appel HTTP. Le JSON, il va falloir le transformer en... Alors, c'est certes pas bien compliqué, mais il va falloir prendre cette liste de mots et l'insérer dans notre modèle. Là, par exemple, au lieu d'avoir count... non, si je monte un petit peu, au lieu d'avoir count qui est un int... Ah oui, bon, le record n'a qu'un field, il n'est pas content, mais voilà. J'aurai par exemple word list qui sera une liste de strings. Une virgule, c'est mieux. Là, on va dire word list est égal à une liste vide. Hop. Voilà, alors du coup, on va commencer par exemple avec un init qui ressemble à ça. On va devoir faire un call HTTP. Si ça se passe bien, on va devoir faire un parseur JSON pour aller construire notre liste de strings, updater ça, updater la liste. Ça, c'est exactement comme ce qu'on a vu. Là, franchement, c'est pas plus compliqué que les deux compteurs qu'on a fait. Par contre, il va falloir mesurer, parce qu'en gros, alors ça c'est un peu ambitieux. Il va falloir mesurer. Alors là, voilà. Là, je suis trop lent. C'est-à-dire que j'ai essayé de taper begin et je suis trop lent. Si là, j'ai fait une faute d'orthographe et là, c'était bon. J'ai tapé à 130 mots par minute et donc je devais atteindre 90 sans faute et j'ai réussi à le faire une fois sur trois. Si j'y arrive trois fois, si j'y arrive trois fois, alors il me propose un nouveau mot. Et mettons que j'arrive deux fois, et si je me trompe, hop, le truc revient à zéro. Donc il y a un espèce de petit compteur à voir comme ça. Il y a un... Comme on l'a vu, alors là, il fait la même chose à skip ou quand on y arrive, il va aller tirer aléatoirement. L'aléatoire, c'est un effet de bord. Notre sandbox ne nous permettra pas de faire ça.
Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Les types sont un petit peu plus compliqués. Il y a la notion d'effet de bord, etc. Généralement, c'est là que les langages fonctionnels commencent à devenir un petit peu plus compliqués. Mais, euh, mais voilà, ça va le faire. Donc ça, c'est semaine prochaine, mardi, même heure. Voilà, bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Et